Alors, on va avoir une double intervention. Encore une fois sur Zoom, voilà, avec Olivier Peverelli, maire du Teil. Bonjour Olivier. On n'a pas encore le son. Bonjour. Bonjour, merci d'être là avec nous. Je ne sais pas si, oui, tu vois un petit peu la salle et... Oui. Pas la scène. Oui, j'aperçois la salle de théâtre, là, super. Voilà, on est à Thuir. Ouais, et donc... Merci d'être là. On va accueillir aussi, voilà, Élise. Bonjour, bienvenue. Je vous en prie. Alors du coup, ça va. On a une bonne... Peut-être vous voulez pas vous mettre là qu'on voit mieux. Ouais, merci. On a une bonne technique, mais on n'a pas 36 caméras. Donc, Olivier, tu verras peut-être pas... Ou si on va tourner le téléphone pour que tu vois la scène et Élise, puisque vous allez intervenir... Ça fait l'effort. À la fois tour à tour et puis ensemble sur voilà, les questions de culture et lien social à travers différents exemples très riches de chaque côté. Donc le point de vue de l'élu, du maire du Teil sur tous les fronts et sur beaucoup de sujets avec cette culture en transversale. Et puis Élise, votre tiers-lieu, voilà, qui a quelques années déjà d'existence et dans l'Hérault. Oui, c'est ça. Et je crois qu'il y a déjà des projets communs qui vont naître des rencontres prochaines. Alors, pas forcément encore des projets, mais en tout cas l'envie de se rencontrer et d'aller voir voilà, l'un l'autre comment fonctionne et sa commune et notre lieu, ouais. De fortes ambitions. Merci à tous les deux d'être là. Je ne sais pas qui vous avez prévu de démarrer. Olivier, je te laisse commencer peut-être. Je ne sais pas. Oui, je veux bien. Je vais. On fait un partage d'écran du coup sur le PowerPoint que je souhaitais passer pour animer. Oui, c'est bon, Monsieur Peverelli. Du coup, vous êtes en animateur. Vous pouvez partager votre écran. D'accord, je vais le faire. J'y comprends vraiment pas grand-chose. Ça y est, c'est bon. Non, c'est lui qui le fait. Donc, très bien, on voit. Voilà, je vais animer avec ce document sur la ville du Teil, comment on construit donc une orientation politique autour de la culture avec quelques caractéristiques rapides. C'est que la ville du Teil donc n'a pas de gros moyens financiers, mais nous avons une multitude de lieux à mettre à disposition parce que c'est une ville en mutation, comme beaucoup de villes, avec des friches industrielles. Donc c'est autour de ces actions, autour de cet engagement que nous permettons à de nombreux porteurs de projets, qui soient associatifs, qui soient dans des responsables de structures, donc de pouvoir exprimer leurs projets. Là, il s'agit de la communauté de communes qui est aussi très présente avec deux axes forts, une culture pour tous, une programmation qui est variée avec de nombreux festivals, mais on privilégie vraiment le long terme et les festivals ne sont qu'un temps fort d'actions culturelles qui se font tout au long de l'année. Ça, c'est très très important. Et en se disant que quand nous avons démarré notre politique culturelle, on n'était pas sûr de grand-chose. Maintenant, on est sûr de rien, mais on essaie. Parce que notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que chaque personne qui ait envie ou d'aller dans un lieu s'y autorise. Compte tenu qu'en face, il y a de l'argent public, cet objectif-là est essentiel. Une personne qui aimerait aller au théâtre, il faut qu'elle
se disent ben, c'est pour moi et j'y vais. Et si ça marche pas, c'est qu'on a loupé quelque chose dans la politique publique. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit aller au théâtre, mais ça veut dire que ceux qui aimeraient mais qui ne se sentent pas le droit d'y aller, eh ben, il faut casser ce tabou. Je pense que quand on aura cassé ces tabous, on aura fait un grand pas pour la culture pour tous et vers tous. Donc il y a quelques ingrédients autour de ça qu'on essaie de développer. Nous avons organisé donc la culture au sein d'un pôle qui est à la fois culture et développement social. Avec le CCAS, nous avons des équipes de médiation de nuit, de jour, des adultes relais. Nous sommes en quartier politique de la ville avec un taux de chômage qui avoisine les 20%. Donc qui est voilà, très important. Et donc nous avons souhaité vraiment que cette passerelle entre la culture, la vie associative puisse exister. Nous avons donc un responsable culture, un responsable la maison des projets, un responsable association et un responsable parce que nous répondons à l'appel à projet territoire zéro chômeur longue durée qui fera partie de notre projet culturel. Donc les enjeux, ben, c'est bien entendu la participation citoyenne, mais qu'est-ce que ça veut dire, comment on le développe? Culture et lien social, c'est pour nous c'est évident, mais c'est pareil. On est donc là dans un travail de propulsion et non pas descendant. Donc on accompagne des porteurs de projets qui ont des idées, des envies, on leur permet de se structurer, on leur met des lieux à disposition, voilà, en contrepartie du respect de certaines valeurs. Mais on reste sur des valeurs et bien entendu non pas sur une programmation ou d'autres enjeux qui poseraient des problèmes d'éthique. On se dit aussi que nous travaillons sur pour nous, la prévention, elle est majeure. L'opportunité sur la difficulté, l'ascendant sur le descendant, c'est peut-être un peu des mots bateaux, mais pour nous, ils sont importants et on vérifie qu'on reste toujours sur ces engagements-là. Pour vous donner maintenant une idée de la manière dont c'est structuré sur la ville, on voit que ce soit sur la culture, que ce soit sur l'alimentation, sur l'agriculture, sur l'environnement et sur les services, au début de la chaîne, on retrouve des associations caritatives, Secours Populaire, une association Maïcha Espoir qui travaille avec les femmes issues d'immigration et qui ont monté des coopératives au Sénégal, qui ont monté des coopératives aux Comores et du coup qui assurent un revenu là-bas en vendant les produits en France. On a le Terreau qui est une association d'insertion, on a Zone 5 qui est une association de permaculture autour de l'agriculture, qui travaille sur l'agriculture, les déchets. On a le Secours Populaire, le centre socioculturel qui travaille avec des ateliers vélo. Pour travailler sur la mobilité, nous sommes en train de bosser avec le CEREMA sur un vélobus qui pourra accueillir 28 personnes, donc et qui permettra aux enfants qui habitent dans des quartiers un peu éloignés de pouvoir venir dans ce vélo, à condition qu'il y ait un parent une fois par mois qui soit accompagnateur dans ce vélobus. Donc à côté du chauffeur, voilà, c'est de la participation, c'est indispensable. Et nous retrouvons des compagnies culturelles, bien entendu, compagnie Establie qui est sur la danse contemporaine, une radio associative et nous avons aujourd'hui 3 tiers-lieux sur la commune qui fait à peu près 8000 habitants. Donc un tiers-lieu qui réunit à peu près une coopérative d'environ 60 artistes, un tiers-lieu qui est plutôt sur le jeu, l'installation d'un camping,
mini-golf créé par des artistes, donc un volet culturel, et puis un troisième tiers-lieu, zone 5, autour de la valorisation des déchets, de l'agriculture, etc. Donc voilà, on a vraiment structuré nos projets autour de l'ensemble de du monde de l'économie sociale et solidaire, qui travaille, parce que c'est indispensable, avec les entreprises privées qui ont un autre statut, société anonyme, etc. Et ces partenariats fonctionnent puisqu'ils offrent des services moyennant rémunération aux entreprises privées du secteur. Donc, nous avons, comme je le disais, des lieux. Là, vous voyez ici un ancien temple que nous venons de rénover dans le quartier le plus ancien de la ville, que nous allons mettre à disposition d'une association qui aura en charge la programmation de ce lieu, qui sera un lieu autour des arts visuels, mais qui aura aussi en charge de pouvoir accueillir les personnes du quartier pour faire des lotos, pour faire des rencontres, pour faire des discussions, ce qui sera proposé donc par à la fois les habitants en lien bien avec cette structure qui aura la gestion de ce lieu. Là, c'est la place centrale de la commune qui va être en forte mutation. Je ne vous l'ai pas dit, mais nous avons subi il y a 1 an et demi un séisme de magnitude 5.4 qui a créé des dégâts terribles sur la ville. Il n'y a pas eu de victimes, mais une maison sur 2 a été impactée et un quart des maisons ne sont plus habitables. Donc imaginez, voilà, ça a à la fois rajouté de la difficulté à la difficulté, mais en même temps, on en fait une belle opportunité, on espère, pour reconstruire la ville et en associant toute la population. Quelques projets, je vous ai parlé de zone 5, donc ici, ça c'est une serre de 600 mètres carrés qui était à l'état de friche, que nous avons confié. Ici, ce sont les anciens abattoirs que nous allons aussi confier à une structure qui est un pôle national de musique actuelle. Qui aura en charge de travailler sur la coordination des musiques amateurs et bien entendu d'une programmation importante donc concernant l'accueil de nos professionnels voilà, à des fins d'événements, mais aussi de création artistique. J'ai dû passer rapidement. On retrouve ici aussi, à côté de l'ancien temple, un travail qui a été fait en concertation avec une association qui s'appelle l'association de l'air, où nous avons fait une carte blanche aux habitants. Nous avons détruit 1000 mètres carrés de vieilles maisons et nous leur avons dit allez-y, dessinez-nous un projet et on va le construire ensemble. Ça a mis 4-5 ans, mais voilà, nous avons des murs végétaux, nous avons une place qui a été investie par les habitants et qui en sont vraiment les animateurs, les défenseurs, c'est une belle réussite sociale parce que justement c'est leur projet et donc ils avaient, je le redis, carte blanche. Ils ne croyaient pas au début, bien sûr. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails, ça serait un peu long, mais c'est des personnes qui ne savaient même pas qui était le maire. Alors, c'est pas indispensable pour vivre. La preuve, c'est qu'ils ont vécu de nombreuses années sans le savoir. Mais moi, ça m'interpellait pour le
travail que nous faisons et puis le fossé qu'il peut y avoir entre une population et puis les élus. Et donc, nous avons souhaité gommer cet écart. Et pour ça, il faut commencer par le bas de chez soi. Avant d'aller beaucoup plus loin, il faut que les personnes aient envie donc de sortir au bas de chez elles et de rencontrer leurs voisins. Donc, c'est ce que nous avons créé et nous l'avons dupliqué dans de nombreux quartiers et je peux vous dire que voilà, ça fonctionne bien parce que nous écoutons ce que souhaitent les habitants, nous construisons avec eux. Bon, là nous sommes sur l'ouverture d'un lieu qui s'appelle le LOL, donc c'est un lieu ouvert ludique. C'est un professionnel, il est metteur en scène, il a quitté Lyon pour venir s'installer chez nous. Comme ça, sur un coup de cœur, on s'est rencontrés, je lui ai présenté la ville, je lui ai dit, bon voilà, ça a matché. Et on lui a mis une maison à disposition et il a ouvert son lieu et donc ce sont des jeux de société. Nous le finançons, l'accueil est gratuit. Et les personnes peuvent venir là, passer une journée, 2 jours, et sans débourser 1 euro, à condition que ils participent au rangement, enfin à la vie de l'association. On a eu de belles surprises parce qu'on a rencontré, moi j'ai vu justement des personnes qui viennent jouer avec, qui sont vraiment qui viennent de tout horizon et un mélange des jeunes, des plus anciens, des personnes modestes, d'autres personnes. C'est vraiment une explosion de diversité et du même coup voilà ça fonctionne pour le moment très très bien. Là il s'agit d'un travail que nous organisons avec le pôle national du nouveau cirque qui est installé à côté de la commune et c'est un travail qui se fait tout au long de l'année. Nous avons installé ces chapiteaux hors les murs dans un quartier politique de la ville aussi parce que c'est vraiment important donc que à la fois ces personnes qui ne vont pas au Festival des Arts du Cirque qui est à 10 minutes à côté puissent se dire oui finalement c'est sympa, on pourrait y aller. C'est une première étape et nous travaillons maintenant sur des ouvertures avec les jeunes du quartier pour que les parents aillent voir donc on va dire les compagnies de professionnels parce que leurs enfants joueront en première partie. Donc ça sera la 2e étape du projet qui est indispensable, toujours dans ce même état d'esprit. Nous avons organisé l'été dernier les quartiers d'été, donc qui malgré la période un peu complexe a quand même bien fonctionné avec de nombreuses associations. Des ateliers avec à peu près 150 participants et beaucoup d'enfants parce que c'est eux qui sont demandeurs et du coup puis ça traîne aussi les parents. Le quartier d'automne ça a moins bien fonctionné. Je pense que c'est un peu partout, même pas en France, mais dans le monde. Nous avons eu ces difficultés, mais nous avons quand même continué à animer des ateliers pour ne pas perdre de vue l'ensemble des habitants qui quand même souffraient de cette période. Et moi, c'est une petite aparté, mais ça a mis en exergue quand même une inégalité sociale forte. C'est que quand on est confiné au 5e étage dans un appartement de 70 mètres carrés à 4 ou 5, on ne vit pas de la même manière que quand on a un jardin de ne serait-ce que quelques dizaines de mètres carrés. Et ça, il faut vraiment arriver à le compenser
par des actions fortes et puis de manière à permettre à ces familles de passer ces caps difficiles, quoi, hein. Et là, je pense que ça va au-delà de ce que nous pouvons faire rapidement, mais pour moi, il y a un réel enjeu à travailler autour de ces questions, d'où ces lieux ouverts, d'où ces lieux hors les murs qui sont indispensables. Nous avons un projet d'identité, hein, au croisement. Alors là, ce travail se fait avec la caravane migratoire. Ce sont des portraits sonores d'habitants de quartier. Nous avons souhaité écrire donc ce drame collectif que nous avons subi il y a 2 ans, qui a énormément touché l'ensemble des habitants du Teil, puisque plus de 1500 personnes ont dû quitter leur logement comme ça en quelques minutes, donc qui ont tout perdu et qui ont été très affectés. Et donc, nous voulons faire en sorte que ce drame puisse nous permettre de rebondir en reconstruisant une ville encore plus solidaire, même si c'est déjà le cas aujourd'hui, mais nous avons l'ambition d'aller encore plus loin pour offrir donc beaucoup plus de place à chacun. Voilà, ça s'est traduit entre autres par le travail de la compagnie de la Ligne, qui a créé un spectacle participatif justement autour du séisme, donc en rassemblant des témoignages, en écoutant et en mettant en scène tout ça avec les habitants. Donc c'est un spectacle qui a pris un peu de retard, mais ça va permettre de le mener à maturation, et nous aurons, ça sera une partie de l'identité de la ville, et ce spectacle, nous avons pour ambition de le faire tourner bien au-delà de notre commune, dans des théâtres, dans des conservatoires, enfin voilà, parce que nous avons envie de raconter notre histoire. La matinée avait bien commencé. Voilà, c'était plutôt bien. Voilà, j'étais assise sur mon canapé, en train de boire mon petit café, et en me disant, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Genre de journée que j'aime particulièrement. Et voilà, il y a eu cette explosion, et c'est le bruit qui m'a beaucoup marqué. Et encore après, je me suis rendu compte que ça m'avait vraiment affecté. Et en fait, j'ai eu l'impression de voir, pendant ces 7 secondes, 8 secondes où ça dure, c'était la danse des objets dans mon appartement. Un peu comme dans un dessin animé. Je voyais une théière que j'aime beaucoup, et qui se déplaçait comme ça sur le plan de travail, qui sautillait petit à petit, mais impossible de me lever. J'étais scotchée au canapé, là, voilà, la théière est tombée. Et, voilà. Et après, bon, la journée, voilà, et c'est après que ça a été très difficile, pendant plusieurs semaines après, émotionnellement, ça a été extrêmement compliqué. Moi, j'ai un peu cette sensation qu'il y a eu donc le moment du séisme, la secousse, et puis ça fait comme dans un séisme, c'est-à-dire qu'il y a des répliques de plus en plus, et dont on se rend compte au fur et à mesure. Au début, moi je croyais que c'était évidemment que ma maison. Après, je sors dans la rue, je vois ce que c'est. C'était juste pour vous donner un aperçu de cette période et de la manière dont nous construisons donc une nouvelle identité, parce que c'est une histoire commune, et nous souhaitons vraiment à la fois faire ce travail qui est indispensable de cicatrisation, mais et en faisant un vrai élan pour reconstruire la ville. Ce que je peux vous proposer, c'est il y a un petit film qui résume ce que nous souhaitons faire sur
autour du territoire zéro chômeur et qui traduit vraiment notre ambition autour du développement social, du développement humain, parce que c'est notre credo et nous embarquons le plus grand nombre donc dans cette aventure. Pas tout le monde, parce que tout le monde n'a pas forcément envie et il faut le respecter, mais tous ceux qui ont envie de participer à ces transformations, nous faisons en sorte de les associer. Est-ce que, Olivier, on a pris un peu de retard? Oui. Est-ce que on peut... On peut ne pas le passer. Oui, ça ne t'ennuie pas, je suis désolée. Non, mais c'est je pense qu'il n'y a pas de souci. Et peut-être il est en ligne peut-être sur le site de la mairie du Teil? Il va être en ligne. D'accord. Il n'est pas encore officiellement... voilà, on n'a pas... Il sera en ligne dans quelques jours. On fera passer le lien. Oui, bien sûr. Voilà, oui, comme ça on pourra le faire passer. Oui. Super. Peut-être moi j'ai plein de questions, mais c'est aussi parce que j'ai eu le plaisir de venir dans ta ville et de constater ce foisonnement et cette présence d'artistes étonnante dans une ville de 8000 habitants à côté de Montélimar, ce qu'on ne l'a pas souligné. Oui. Et si tu veux bien, voilà, on pourra peut-être en discuter après pendant le temps de discussion, puis j'imagine qu'il y a aussi plein de questions. Oui. Et qu'on peut passer la parole à Élise. Oui. Et puis effectivement, on répondra aux questions. Oui, Monsieur Pevellery, il faudrait que vous nous rendiez l'animation pour qu'on puisse, comme on a fait tout à l'heure, vous savez, de trouver les participants. Alors en bas, normalement, vous pouvez aller sur les participants. Il y a Karine Gonzalez. Et je mets... Voilà, vous avez enlevé le partage d'écran. Sur les participants, juste en dessous. Je fais... en bas de votre page. Et là, si je fais ça, non, plus. Alors je vais voir. Demander... Voilà, sur Zoom, vous allez tout en bas, il y a les participants, normalement, si vous cliquez que dessus. Changer l'autre et choisir Karine Gonzalez, oui. Comme animateur. Ah, voilà, super, c'est bon, c'est fait. Merci beaucoup. On fait un sacré progrès, là, en quelques secondes. Super, merci. Hop. Je vais commencer et puis ça va arriver, on va dire. Donc moi, je suis Élise Armentier, je suis salariée de l'association Bouillon Cube que j'ai co-créée avec ma collègue Claire Pitot il y a 15 ans. Association qui est située dans l'Hérault, sur une commune qui s'appelle le Cos de la Selle, qui est à 40 minutes au nord de Montpellier, entre Ganges et Saint-Guilhem-le-Désert pour situer. Donc c'est une zone géographique assez agréable, touristique et belle à vivre. Mais assez isolée, parce que c'est une commune de 350 habitants, donc, voilà, et qui est entourée de 3 autres petites communes qui, en tout, sur les 4 communes, Cos et Vallée de la Buège, représentent à peine 600 habitants. Donc on est vraiment sur une zone rurale, avec quand même un changement de population, on le verra tout à l'heure avec la question du tiers-lieu, mais par habitude, beaucoup de personnes qui vont travailler sur Montpellier, puisque forcément la ville la plus importante est à Montpellier, et beaucoup de gens donc, en mouvement pendulaire. Voilà, on est donc installé là-bas depuis 15 ans, je l'ai dit. Peut-être juste faire remonter les 4 valeurs importantes pour nous depuis le début. On est vraiment sur un projet avec un souci permanent sur l'écologie et la préservation de l'environnement. On se revendique aussi être une association d'éducation populaire, jeunesse éducation populaire, ça c'est vraiment important pour nous, avec des questions que l'on peut retrouver sur la commune du Teil, vraiment des questions de mixité sociale et d'accessibilité à tous les publics. Ça c'est quelque chose qui nous anime depuis la création de l'association.
Après, on est vraiment sur un projet de territoire, donc on défend vraiment un maillage territorial et une participation en fait de la population. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est important. Donc dans tout ce que l'on fait, tout ce que l'on met en place, que ce soit la programmation culturelle, les projets culturels avec les artistes ou les actions jeunesse, on est vraiment dans une implication directe et de la participation avec les habitants et habitantes. Et enfin, un dernier point, c'est qu'on met en place, et de plus en plus, des projets qui sensibilisent, qui revendiquent une égalité femmes-hommes dans les différents projets que l'on mène. Voilà, ça c'est pour le socle des valeurs que l'on représente. Après, peut-être on passe aux activités. Du coup, historiquement, l'association Bouillon Cube, on a 3 axes d'activité. Un axe culturel qui est l'axe le plus fort et qui est le plus connu en général de notre public. On a une programmation en plein air parce que la spécificité de notre lieu, pareil pour faire le lien avec la commune du Teil et ce que disait tout à l'heure Olivier Peverelli, c'est qu'on est sur des lieux non dédiés et des lieux hors salle. Donc c'est une spécificité, mais on va le voir, qui fait qu'on touche aussi un public autre, peut-être un peu plus décomplexé qu'un public qui va dans des salles. En tout cas, c'est un atout pour nous et on le revendique. Du coup, on a mis en place une programmation de plein air sur le site de la Grange, de juin à octobre, forcément avec le plein air, on s'adapte aussi, donc qui est plutôt saisonnière. Entre 30 et 40 représentations par an, environ 10 000 spectateurs, spectatrices. Et du coup, on présente autant des spectacles que des concerts, et qui vont de toutes les esthétiques, du théâtre, du cirque, de la marionnette, de la danse, et dans tous les genres musicaux. On a aussi une mise en place d'une programmation décentralisée en partenariat avec la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, avec qui on est partenaire depuis maintenant 10 ans et avec qui on travaille vraiment en accord, notamment dans le cadre de notre festival Jeune Public La Dinette qui est en ce moment même là. Oui, c'est ça, exactement, c'est un GSI presque. On a aussi une programmation qui s'appelle La Route de la Voix, que l'on a créée avec un artiste de musique folk qui s'appelle Pierce Faccini, qui a plus de 10 ans maintenant. C'est des concerts acoustiques dans des chapelles que l'on fait soit dans les Cévennes, puisqu'on est vraiment aux portes des Cévennes, soit en Pic Saint-Loup. Après, on a un gros pan de notre activité culturelle qui est l'accompagnement des compagnies émergentes et régionales. Donc l'accompagnement, c'est vraiment l'accueil d'artistes en résidence directement sur notre lieu, mais aussi en partenariat avec des structures ou associations du territoire Pic Saint-Loup, et de la coproduction. Donc il y a vraiment de l'accompagnement dans leurs projets, mais aussi de l'apport budgétaire pour qu'ils créent leur spectacle, avec une veille particulière pour le jeune public et la musique actuelle. Ensuite, on a la mise en place de projets territoires innovants. Donc là, c'est vraiment comment on met en place des projets avec des compagnies artistiques avec qui on a envie de travailler sur notre territoire en fonction des besoins de la compagnie, mais évidemment aussi en lien avec les besoins du territoire et avec les spécificités des acteurs, actrices du territoire en fonction de... selon si on a travaillé une année plutôt avec les personnes âgées, avec le réseau des maisons de retraite. L'année d'après, on va essayer de travailler plutôt avec les écoles de musique ou avec le public amateur. On essaye de varier et les esthétiques, et les envies, et les besoins des acteurs, actrices du territoire. Des actions artistiques et culturelles en milieu scolaire, de la maternelle jusqu'au lycée. On a un lycée sur notre territoire et puis 3 collèges, et après l'école maternelle et primaire, évidemment. Donc là, on balaye tous ces publics-là scolaires. On est aussi relais départemental de prévention sonore en partenariat avec Octopus, la Fédération des musiques actuelles, depuis cette année. Donc ça c'est pareil, on propose deux actions directement de prévention sonore avec Octopus, et pour les collèges et pour les écoles primaires. Et enfin, on propose une saison culturelle pour les adolescents et adolescentes en lien avec les autres espaces jeunesse du territoire, avec le centre social aussi La Gantique qui est à Ganges, où l'idée c'est d'amener les adolescents et adolescentes à aller voir des spectacles dans un premier temps, à Ganges, sur le territoire Pic Saint-Loup, dans notre programmation, mais aussi à Montpellier, dans des esthétiques différentes aussi à chaque fois, en extérieur et en intérieur, et avec l'idée qu'après ils se saisissent de ce qu'ils ont vu pour pouvoir faire une propre programmation et mener à bien une soirée à la Grange qui serait portée de A à Z par eux. Voilà, donc là vous avez le petit calendrier. Sur mai-juin, on a le festival La Dinette. Juillet-août, on a notre mixture culturelle, donc c'est tous les vendredis soirs à la Grange, avec un concert, un spectacle à chaque fois. En septembre, on a un gros temps fort autour de la musique folk trad métissée, musique du monde, qui s'appelle Le Week-end. Et de mai à septembre, on a la Route de la Voix avec Pierce Faccini en chapelle.
Ça, c'est pour l'axe culture. Voilà, là vous avez quelques images rapidement du lieu. Après, on a pas mal d'images sur notre site internet et on a une vidéo aussi. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on est tout en extérieur. On a un théâtre de verdure avec un gradin de 300 personnes. Et puis après, on a une scène concert. Et puis après, il y a des espaces guinguettes pour manger, se restaurer. Voilà. Ensuite, on a dans les axes historiques, on a un axe jeunesse qui est maintenant, enfin désormais porté par une deuxième association Petite Sœur qui s'appelle Courbouillon, qui porte du coup toute la partie enfants, jeunesse, famille. Mais on aime pouvoir le présenter quand même parce que ça a du sens, nous, encore une fois, dans le projet d'éducation populaire et de mixité des publics, de montrer que dès le début, on a eu une triple casquette, Europe, jeunesse et culture. Du coup, on aime à le présenter encore et à montrer que ça a aussi fait qu'on ait eu un projet global, social et culturel. Du coup, il y a une gestion de 2 ACM, accueil collectif de mineurs, donc sur 2 communes qui représentent 7 communes au total, puisque c'est des ACM intercommunaux, voilà, qui gèrent les mercredis, les vacances scolaires toute l'année. On propose aussi des séjours de vacances en été pour les enfants de 6 à 16 ans. Donc là, c'est un camp qui est un camp jeunesse, agréé jeunesse et sport directement à la Grange, dans un espace à côté. Et on a aussi, depuis maintenant 2019, développé toute une partie sur la parentalité, les activités famille, donc des week-ends, des sorties justement pour aller voir des spectacles, des week-ends thématiques aussi, avec sous la tente et différentes activités avec les familles. Voilà, donc du coup maintenant c'est l'association Courbouillon qui s'occupe de ça. Et l'axe Europe, depuis le début, c'était l'idée d'ancrer un projet au niveau local, donc sur la commune du Cos de la Selle, mais de ne pas oublier d'avoir l'ouverture culturelle. L'interculturalité pour nous était très importante au début. Alors même si on n'a pas tout le temps de s'en occuper, parce que ça prend beaucoup de temps, et puis que ça forcément ça implique du voyage aussi, on a quand même réussi, notamment via les dispositifs Erasmus+, de pouvoir amener l'Europe à nous, j'ai envie de dire, plutôt que d'y aller, parce qu'on n'a pas forcément eu le temps d'y aller. Mais en tout cas, en faisant de l'accueil de volontaires européens. Donc depuis 2012, on accueille 2 volontaires chaque année pendant entre 5, 6 mois et 7 mois, qui travaillent avec nous directement. Et depuis 2019, on les co-accueille avec le service jeunesse de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, en 50% sur la partie jeunesse avec le service jeunesse et 50% du temps de leur mission sur la partie culture avec nous. On fait aussi des projets d'échange de jeunes dans l'espace européen, ça c'est plus ponctuel, c'est en fonction des envies, pareil, des partenaires du territoire, des jeunes, voilà, en fonction des besoins qui sont remontés. Et ensuite, on a un projet de coopération qu'on a mené en 2019, qui est bien mis à mal avec la Covid, évidemment, qui a été financé par des fonds leaders. L'idée, c'est vraiment, c'est entre 3 pays, donc la France, notre territoire, Pic Saint-Loup, la Finlande et l'Espagne. Et l'idée, c'est de partir avec un petit groupe d'habitants, habitantes, et d'aller voir ce qui se passe en fait sur ces 3 territoires, et d'en faire un petit carnet après qui puisse rassembler les idées, ce qui fonctionne moins bien, sur les questions de la jeunesse, du social, de la culture, de la mobilité, de l'écologie, de l'environnement. Voilà, et donc ça, on n'a pas pu mettre en place, ça devait se dérouler en 2020 avec un premier voyage en Finlande. On espère peut-être à l'automne 21 pouvoir accueillir les Finlandais et les Espagnols. Voilà, on ne sait pas trop. Pour l'instant, on continue à garder la dynamique autour de visio thématiques. Voilà. Alors, depuis 2018, on a de nouveaux axes d'activité, et notamment l'axe Fabrique de territoire. Fabrique de territoire, c'est un label que l'on a eu l'an dernier, en 2020. Peut-être vous en avez entendu parler, on pourra en parler peut-être après dans les questions. En fait, nous, la Grange, comme je l'ai un peu expliqué, l'association Bouillon Cube, elle fait en fait presque tiers-lieu depuis qu'elle existe, avec cette triple casquette jeunesse, Europe et culture, et cette question vraiment sociale qui est au cœur de nos projets. Et du coup, à un moment donné, on a vu aussi notre territoire qui a évolué, le territoire Cos et Vallée de la Buège, les 4 petites communes sur lesquelles nous sommes, avec énormément de structures qui venaient s'implanter, parce qu'il y a 15 ans, quand on a commencé, on était seuls, il n'y avait rien d'autre. Et puis petit à petit, des restaurants, des associations, des agriculteurs-agricultrices qui s'installent, de l'écotourisme, de plus en plus de dynamique, avec des gens qui ont envie de faire des choses sur le territoire et pas forcément justement sur Montpellier et aller travailler à Montpellier. Du coup, un renouveau aussi de la population et l'envie de faire des choses ici directement sur nos 4 communes très rurales.
Et du coup, l'idée de la fabrique de territoire, c'était l'idée de faire un tiers-lieu directement à la Grange et de pouvoir travailler en mutualisant et des locaux et de l'équipement, mais aussi des compétences et aussi de la rencontre, de l'échange, et de pouvoir travailler à plusieurs sur un endroit. Voilà. Là, il y a un petit film, je ne sais pas si on a le temps du coup. Ouais, ça image bien, ça dure 3 minutes. En fait, la fabrique de territoire, le label, c'est un label que l'on a obtenu de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. C'est dans un programme qui s'appelle Nouveaux lieux, nouveaux liens. Et on a répondu à un appel à manifestation d'intérêt en décembre 2019. Et on a obtenu du coup au printemps 2020. Et c'est le petit film que l'on a envoyé pour candidater et répondre à cet appel à projet. On a créé l'association Bouillon Cube en 2006 à la Grange Grosse de la Selle, dans le département de l'Hérault. Et on développe un pôle culturel rural dans ce vieux mas de pierre qui date du XIe siècle. Aujourd'hui, Bouillon Cube, c'est une programmation culturelle avec plus de 60 représentations par saison, pour plus de 10 000 personnes environ. Nous accueillons entre 10 et 20 résidences d'artistes par an. On met en place des projets européens et des accueils de volontaires, des actions culturelles de territoire et une programmation décentralisée. Bouillon Cube est reconnu atelier de fabrique artistique par l'État et lieu structurant par la région Occitanie. Bouillon Cube est une petite association au départ sympathique et pleine d'entrain qu'on a vu naître au début du siècle, qui a cru et embelli et qui est devenue une structure culturelle dépassant largement les limites du territoire communal, au point d'être reconnue par tous les partenaires institutionnels locaux, que ce soit la communauté, le département, la région, la DRAC, etc. Et donc, dont nous savons tous aujourd'hui qu'elle a pignon sur rue. Depuis plusieurs années, des coopérantes et coopérants du tiers-lieu ont rejoint Bouillon Cube sur le site de la Grange. On travaille en complémentarité, en mutualisant espaces et compétences pour créer un véritable pôle de ressources. Il y a différents secteurs d'activité qui sont représentés, comme l'action jeunesse, famille, éducation populaire, services de catering en milieu rural, mais aussi studios d'enregistrement et évidemment compagnies artistiques qui participent au bouillonnement du lieu. Plusieurs espaces sont disponibles selon les activités et les besoins. Un bureau partagé et un espace de coworking, une salle de vie commune avec un espace cuisine, une salle de résidence, enregistrement, activités, un amphithéâtre de 250 places et une scène concert. Il y a également un kiosque en bois financé grâce à des fonds leaders qui permet d'accueillir des activités hebdomadaires proposées par des associations locales. L'envie actuelle est de déployer les espaces et les possibilités de l'atelier de fabrique à l'horizon 2020-2021 dans un bâtiment restauré de 150 m² au total. Bouillon Cube a toujours été un acteur central du territoire, on peut dire une tête de réseau, et le tiers-lieu de Bouillon Cube a permis d'accompagner tout un tas de projets. Et en parallèle des projets de la Grange, Bouillon Cube est à l'origine d'un archipel d'initiatives locales et citoyennes qui permet de poursuivre cette envie de faire ensemble, cette envie de commun, sans être forcément sur un même lieu. Aujourd'hui, l'archipel, c'est 4 communes, une vingtaine de structures et une 60aine de personnes. La Grange, c'est un pôle de ressources au service des habitantes et des habitants du territoire. C'est un lieu en constante ébullition et qui permet d'expérimenter, de mutualiser et de réfléchir ensemble aux nouveaux enjeux de notre territoire. Voilà, du coup, on va reprendre les slides. Donc, du coup, le tiers-lieu, on est en plein chantier, ce qui n'empêche pas d'être déjà tiers-lieu. En fait, c'est ce qu'on s'est rendu compte. C'est notamment les interlocuteurs, interlocutrices de la DRAC qui nous ont aidés aussi à un moment donné à se rendre compte de ça, c'est qu'on était déjà tiers-lieu avant de déposer cet appel à manifestation d'intérêt et avant d'avoir ce label fabrique de territoire. Donc là, à l'heure actuelle, il y a déjà 10 structures sur la Grange. Donc des structures culturelles, comme on l'a vu, mais aussi jeunesse, mais aussi studios d'enregistrement, mais aussi des prestataires catering qui font de la restauration à emporter. Et puis après, à partir de septembre, donc l'inauguration est prévue pour le 3 septembre 2021. À partir de là, on va accueillir, on sera 17 structures, là pour l'instant. Après, ça va peut-être se développer encore. 17 structures, il y a 3 bureaux fermés, on va voir les différents espaces après. Mais voilà, il y a 17 structures sur différents espaces avec autant une cuisine, donc 350 m² de locaux rénovés, autant avec une cuisine professionnelle que des espaces plutôt culturels avec un kiosque, un théâtre de verdure,
des pièces de résidence, et puis après des bureaux, tout simplement, bureaux partagés pour y travailler. Voilà. Le principe de notre tiers-lieu, c'est que les coopérants-coopérantes, usagères soient impliqués directement dans la gouvernance aussi du tiers-lieu. Donc du coup, on a un fonctionnement depuis janvier 2021 avec des temps plénières et des temps de groupes de travail, des groupes de travail thématiques sur la communication, sur le fonctionnement, sur l'animation. Et on se retrouve en gros tous les 1 mois et demi autour d'une plénière pour faire une restitution des groupes de travail et avancer ensemble. Voilà, il y a une base de cotisation avec un ticket d'entrée pour une période de 6 mois, ce qui permet aussi aux personnes justement de s'engager. Et en fait, on a eu envie aussi de mettre ça de manière claire pour se détacher aussi un peu du mot tiers-lieu qui a, à notre sens, a des fois été un peu galvaudé et des fois est juste symbole juste d'un espace de coworking dans des bureaux avec de la prestation et de la location. Nous, on a voulu vraiment se détacher de ça, puisque l'idée, c'est évidemment, au-delà de se simplifier la tâche et d'effectivement de payer des loyers un peu moins chers et de mutualiser du matériel, des imprimantes, des cabines de visio et ce genre de choses. Il y a vraiment l'idée de faire des choses ensemble et de comment, en fait, quand on est sous un même lieu, qu'on partage des bureaux, qu'on fait des repas partagés régulièrement, comment, en fait, les projets se mêlent, s'entremêlent et tout ça sur du multisectoriel, puisque là, du coup, de plus en plus, sur les 17 personnes qui arrivent en septembre 21, on a aussi un courtier en assurance, on a aussi une chercheuse en psychiatrie, on a aussi des personnes qui travaillent plutôt dans l'agriculture, un brasseur artisanal. On a aussi vraiment des secteurs différents qui font qu'à un moment donné, comment ces secteurs différents puissent travailler ensemble et faire vraiment du lien social autour d'un projet, a priori plutôt avec un ADN culturel à la base. Voilà, ça je l'ai dit, les outils mutualisés, donc un lieu d'accueil sympathique, parce que ça reste un endroit quand même assez sympathique dans une bâtisse du XIIe siècle, dans un village très, très chouette. Un programme d'activités régulières avec des repas partagés, des animations, des sorties de résidence et un agenda participatif entre les différents usagères et usagers. Du matériel mobilisable, imprimantes, ordinateurs, des logiciels, une cabine de visio. Et un organisme de formation, on en parlera tout à l'heure, au service du territoire et des usagères. L'idée, c'est en fait d'avoir que le tiers-lieu soit un peu un couteau suisse ou une boîte à outils, où il y ait plusieurs outils qui soient à destination de ces usagers et usagères du tiers-lieu. On peut passer à l'autre. Voilà, donc là, vous avez les différents espaces que l'on a sur le site. Donc on en a parlé dans la vidéo, il y a une cuisine professionnelle, il y a un kiosque de 50 mètres carrés, il y a des bureaux partagés, il y a un studio d'enregistrement, il y a un camp jeunesse aussi, un amphithéâtre extérieur, une scène concert, et après il y a des lieux, un préau avec des lieux conviviaux pour faire les repas, où justement il y a les repas partagés, où chacun peut venir manger. Et les extensions pour 2022, c'est d'avoir 4 cabanes d'hébergement pouvant accueillir 4 personnes chacune, donc 16 au total, sur des petites cabanes en bois, un peu comme le kiosque, mais en plus petit, qui permettra aussi de développer la partie formation, mais aussi sur la partie jeunesse, de pouvoir faire les séjours d'été en cabane. Voilà, on en a parlé aussi dans la vidéo. L'idée du tiers-lieu, c'était de pouvoir travailler aussi en lien avec l'archipel Cosse-Éveil-la-Buège. Comme je le disais, on travaille depuis le début sur ces 4 communes, donc sur un bassin de vie de presque 600 habitants. Et il y avait l'idée d'avoir le tiers-lieu à la Grange d'une part, donc effectivement avec des besoins de partage de bureaux, de partage de matériel, mais l'idée aussi de faire un tiers-lieu à ciel ouvert, donc à l'échelle de ce territoire-là, Cosse-Éveil-la-Buège, en se disant qu'il y avait aussi des agriculteurs, agricultrices qui n'avaient pas forcément besoin, eux, de bureaux et qui avaient déjà leur activité, mais comment on peut quand même faire des choses ensemble avec eux sur la commune d'à côté. Pareil pour le restaurant qui est dans l'autre commune et qui travaille déjà avec son public. Et voilà, comment on arrive à fonctionner quand même ensemble sur un territoire de 4 communes et arriver à faire tiers-lieu à ciel ouvert. Donc c'est cette dynamique de l'archipel. Là, dans 2 semaines, on fait un événement itinérant, c'est le 3e que l'on fait. On porte en fait une espèce on l'appelle l'itinérance en archipel, c'est des journées portes ouvertes où chaque structure membre de l'archipel présente son activité, du coup avec un programme sur 3 jours, avec une itinérance. Voilà, on fait ce genre de choses. On a créé aussi une web radio pendant le premier confinement qui a permis de garder et de continuer à avoir du lien entre les différents habitants de ce territoire,
via la web radio. Mais il y a aussi des nettoyages de rivières, il y a aussi des repas partagés tout simplement des fois sur des communes, voilà, ce genre de choses toutes simples mais qui permettent de garder cette dynamique aussi et pas que sur le lieu de la grange. Voilà, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, c'est le projet de la coopération européenne. C'était important pour nous, notamment que ce soit porté par l'archipel justement. Donc c'est des habitantes de l'archipel qui vont se rendre en Espagne et en Finlande et qui ont travaillé déjà là sur un recensement et un document en fait qui capitalise en fait déjà toutes les ressources et toutes les activités qu'il y a sur le territoire de l'archipel. Voilà, avec l'idée de pouvoir faire des allers-retours avec des innovations ou des dispositifs que l'on ne connaît pas forcément, qui sont mis en place sur le territoire espagnol, sur le territoire finlandais, et comment on peut mettre ça en parallèle avec ce qu'on a nous sur notre territoire. En développement, on a 3 axes, un organisme de formation que l'on a déjà. Là, on a déjà le numéro d'agrément de formation. On est organisme de formation, on est juste en train de passer le Calliope, puisqu'il y a eu une grande réforme de formation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est de pouvoir faire bénéficier les usagers et usagères de notre tiers-lieu, de cet organisme de formation. Nous, avec Claire, ma collègue, on est du coup maintenant formatrice pas mal sur l'ingénierie culturelle, mais aussi sur de l'accompagnement pour du montage de tiers-lieux culturels. Mais on fait aussi, dans cet organisme de formation, des workshops artistiques, donc là, qui sont à destination des artistes, et qui sont menés directement par des artistes avec qui on travaille de longue date, et notamment Pierce Faccini, avec qui on travaille depuis un moment. On fait aussi l'accompagnement DLA, dispositif local d'accompagnement. On en a mené un pour la première fois là, en début d'année 21. On a accompagné une structure à Murviel-les-Montpellier qui est sur la réhabilitation d'une cave coopérative en tiers-lieu culturel. Et du coup, on les a accompagnés dans cette démarche sur justement la structuration, le montage juridique, le montage budgétaire, la définition de leur projet. Voilà. On espère pouvoir en mener 1 ou 2 par an. Et enfin, on est sur le montage aussi d'un espace de vie sociale. Ça, c'est un dispositif CAF avec un agrément CAF. L'idée, c'est de pouvoir aussi structurer notamment toute la partie ado, j'en ai parlé au début, mais la partie ado, en fait, c'est toujours un peu compliqué avec les agréments jeunesse et sport. L'idée, c'est de ne pas avoir un espace des jeunes, donc accueil collectif de mineurs pour les ados, mais de passer par un EVS qui permette vraiment d'avoir des activités pour les adolescents, adolescentes, mais où ils sont vraiment acteurs et actrices, on n'est pas dans de la consommation d'activités, et qui puissent porter eux, et tout au long cours sur une année entière, en fait, et pas forcément sur des activités ponctuelles comme on pouvait le faire auparavant. Voilà, juste sur les moyens humains et financiers, Bouillon Cube, c'est 4 CDI, 3 à 35 heures et 1 à 30 heures, un contrat d'apprentissage à 35 heures qui se termine là cette année en septembre 21, un CDD de 20 heures qui est passé en CDI là, il y a un mois, une quarantaine d'intermittentes sur l'année, autant des techniciens, techniciennes et artistes. On a un partenariat pérenne avec la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup sur une convention culture, mais aussi sur des partenariats autour des projets européens et projets jeunesse. On est financé au titre des AFA, donc ateliers de fabrique artistique par la DRAC. On est aussi financé au titre de lieux structurants de la part de la région Occitanie et en partenariat avec la communauté du Grand Pic Saint-Loup. Là, on a renouvelé notre convention pluriannuelle d'objectifs là en début d'année 2021. Et on est depuis 2020 fabrique de territoire labellisée par la NCT. Les réseaux, ça nous semble vraiment important, les réseaux, parce que du fait qu'on soit situé sur un endroit qui est assez reculé, nous, on a eu l'envie et le besoin dès le début de s'inscrire très fortement dans les réseaux départementaux dans un premier temps, régionaux, et puis là maintenant, avec la nouvelle région, ça nous fait aller un peu loin et on bouge beaucoup, mais ça a vraiment une importance pour permettre de rencontrer des structures qui font des choses soit complètement différentes de nous, soit comme nous, et avec qui on peut travailler. Donc on est très actifs dans le collectif Enjeu, qui est un collectif qui aide à la production des compagnies émergentes en région. Donc en gros, avec un pot commun où il y a directement de l'argent qui est mis et qui permet à aider les créations. On est aussi dans le Silo, c'est un centre de création coopérative dédié aux musiques du monde et musique méditerranéenne, pareil, avec un pot commun sur de la production et sur de l'aide à la diffusion. On est aussi à la coordination régionale des lieux intermédiaires et indépendants. On est signataire de la charte Madeleine HF. On a été co-coordinatrice de la plateforme Jeune Public Occitanie pendant 2 ans et maintenant on est encore très active au comité de pilotage et dans des groupes de travail. On est membre du GAL, donc le groupe Action Locale du Grand Pic Saint-Loup. Et on est adhérente aussi à Octopus, Fédération Régionale des Musiques Actuelles, et membre du conseil d'administration d'Occitanie en Seine pour représenter le Collège des professionnels.
Il y a aussi, pas marqué là, sur la partie tiers-lieu, on est aussi labellisé tiers-lieu régional. Et il y a un réseau qui s'appelle Le Réseau, R-E-S-O. Et pareil, on est très actifs sur des groupes de travail et sur des temps avec ce réseau-là. Ça, c'est nos logos, hein, voilà. Donc les partenaires qu'on a dit un peu au-dessus, mais voilà, le comité de communes, la région, la DRAC, le département, les communes, Occitanie en Seine, réseau, la NCT. Voilà. Et alors, en conclusion, juste dire, on a fait un petit rappel des chiffres. 2020, malgré Covid, ça donne toujours une idée un peu. Voilà, sur la création, on a accueilli 11 compagnies sur 66 jours de résidence en 2020. Et donc sur les 11, il y en avait 5 en jeune public. Comme je le disais au début, il y a eu vraiment une veille autour du jeune public. 23 500 € de coproduction versée aux compagnies par Bouillon Cube. Une programmation à la Grange, il y a eu 16 représentations réalisées, 23 annulées. Hors les murs, 13 représentations et 8 annulées ou reportées. 60 représentations initialement prévues. 29 représentations réalisées quand même et 31 annulées ou reportées. Nombre d'entrées publiques pour 2020, 3600 personnes. Projet territoire, on a quand même eu pas mal de projets qui ont été reportés évidemment en 2020, mais qui ont été reportés en 2021. Un projet de territoire quand même qui a eu lieu avec la compagnie Interstice en partenariat avec l'Archipel, qui a permis de définir l'Archipel et de travailler avec la radio, la web radio Fenestrou. Et on a fait aussi une session de formation workshop à destination des professionnels avec Pierre Sfaccini. Bon, là, je ne vous ai pas mis les tableaux parce que je vous ai épargné des chiffres. Juste, oui, faire un petit point sur le fait qu'on a eu donc effectivement une activité culturelle dense, même si c'est en 2020 un peu faussé, mais qu'on arrive en fait à faire beaucoup de choses sur un territoire isolé tout au long de l'année, et qu'on est effectivement une zone rurale excentrée et contrainte géographique, mais que malgré ça, on arrive quand même à faire toutes ces activités-là. Et qu'on ait un projet en perpétuel développement en lien avec un monde en mouvement, ça c'est important pour nous parce que effectivement la notion de tiers-lieu, voilà, c'est aussi des choses en fait qui sont arrivées, qui sont pas mal à la mode. J'imagine que vous les entendez beaucoup dans vos communes. Nous, on l'a plutôt pris comme étant quelque chose qu'on pouvait attraper et qu'on faisait effectivement déjà, qui s'appelait pas comme ça, mais c'est pas grave. On a toujours fait tiers-lieu en fait à Bouillon Cube. Comment en fait les nouveaux dispositifs peuvent nous aider pour continuer en fait à servir un projet que l'on veut vraiment social et culturel. Et voilà, c'est un peu ce qu'on fait depuis le début, où en gros, on attrape des dispositifs et des programmes dans lesquels on arrive à s'inscrire et qui nous correspondent et qui correspondent évidemment à nos valeurs. Voilà pour ça. Merci beaucoup. J'ai parlé vite. Hein, merci à tous les deux. Non, mais c'est parfait. Vous avez tenu le timing. Merci. Je ne sais pas si Olivier est toujours là. On va lancer une discussion. Moi j'avais une première question et puis on laissera la parole à la salle. On a vraiment deux exemples. Alors je vais reprendre le bouillon, voilà, parce que c'est vraiment l'image que ça donne de ce bouillonnement. Alors au niveau d'une commune de 8000 habitants qui est quand même très proche, pour l'avoir fait plusieurs jours, aller-retour une dizaine de minutes de Montélimar. Olivier ne m'écoute plus. Voilà, avec une configuration géographique particulière, un tissu social particulier, une grande diversité. Donc comment on arrive avec ça à attirer autant d'acteurs culturels, parce que franchement quand je suis venue j'étais un peu bluffée. Alors j'ai compris un peu le système des rencontres, mais j'aimerais bien Olivier que tu puisses nous expliquer, de dire avec une intention, cette configuration-là, comment on arrive à ce bouillonnement culturel et à cette transversalité, cette présence culturelle dans tous les champs et surtout le social. Et Élise, voilà, dans un territoire ultra-rural, un projet d'abord culturel, comment on arrive à fédérer les initiatives, à créer un peu cet écosystème. Voilà, je ne sais pas qui... Donc, à la question comment on arrive à attirer tous ces acteurs culturels de l'économie sociale, d'abord il faut du temps. C'est une dimension, il y a une dimension humaine indispensable. Donc ce sont des ancrages, c'est un lieu après l'autre,
et pour vraiment amorcer. Et puis il faut que la collectivité soit à l'écoute de toutes les envies qu'il peut y avoir sur un territoire, donc une commune. Et ces envies, il faut aider ou offrir donc les moyens de les transformer. Parce que souvent, ce sont les lieux qui sont un peu indispensables. C'est un jardin, c'est un atelier, c'est un bureau. Enfin, nous, on a commencé un peu par l'institution. Hein. On a accueilli le premier acteur, ça a été un théâtre de marionnettes. C'est la compagnie Émilie Valentin qui s'est fait chasser de Montélimar après les élections en 2008. Donc le maire les a mis dehors, alors que c'est une compagnie qui a une renommée internationale, mais bon, avec des prises de position culturelles fortes, pas des prises de position politiciennes, hein, culturelles. Mais voilà, on a accueilli cette première compagnie, la compagnie Émilie Valentin. On a discuté avec elle et on lui a demandé si elle souhaitait faire un travail avec les habitants sur la confection de marionnettes. Ça a commencé comme ça. On a transformé le cinéma, qu'on a réinstallé en plein cœur du quartier le plus ancien. Et puis on a fait des passerelles entre les uns et les autres. Et puis petit à petit, d'un lieu à l'autre, il se crée une énergie. Et puis on a franchi le pas en disant que ça serait la culture qui serait le ferment d'une politique sociale forte. Donc, après c'est un peu le bouche à oreille, mais c'est aussi de nombreux partenariats avec d'autres collectivités, à travers l'action sociale, à travers le tourisme, pour arriver à cofinancer ces lieux. Et un élément indispensable, il faut des techniciens. Les élus ne sont pas en capacité de traduire une politique culturelle ou sociale. Donc le premier investissement, c'est celui d'avoir un technicien. Nous, on a fait le choix de cadre A, parce que c'est des métiers, il faut embaucher des développeurs. Et si on n'a pas ces personnes, on n'a pas de politique culturelle. Quand dans une commune de 8000 habitants, on a un DGS, on a un directeur des services techniques. Mais si on veut faire de la culture et de l'action sociale, il faut un directeur qui soit, bien entendu, qui partage donc les valeurs et puis l'ambition. Mais sans ça, on n'y arrive pas. Je pense que ça, c'est indispensable. Et je change de casquette, mais je suis aussi vice-président du conseil départemental délégué à la culture et au patrimoine. Et le conseil départemental a mis en place des territoires d'éducation artistique et culturelle. Et dès le départ, on a cofinancé des postes d'animateurs pour mettre en réseau l'ensemble des acteurs culturels sur une ville. Et ils sont nombreux, ils existent dans chaque commune, dans chaque territoire. Donc ça passe par de l'ingénierie, c'est l'élément essentiel. Je ne veux pas être trop long. Merci pour ce don des éléments de ta recette. Élise ? Oui, c'est bien, c'est complémentaire, parce que du coup, avec ma casquette associative, moi, je pense qu'effectivement, ce qui a vraiment marché, c'est le fait que nous, étant association et pas collectivité, on avait le loisir, en tout cas, du champ des possibles et de toutes les possibilités. On était sur un lieu privé aussi, donc il y a beaucoup de choses qui étaient plus faciles au début.
Je pense que vraiment notre force a été, je l'ai dit suffisamment dans la présentation, mais c'est d'avoir vu dès le début nos 3 casquettes, culture, jeunesse et Europe, qui ont fait qu'en fait, à un moment donné, nos publics et les gens qui nous ont suivis, en tout cas pour ceux qui peuvent être un peu réticents ou frileux ou complexés par la culture, sont rentrés par l'axe jeunesse, que ceux qui préfèrent la culture sont rentrés par la culture, enfin voilà, que tout le monde a pu s'y retrouver en fait à un moment donné, et que ça a fait vraiment sens et cohésion. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que pour que ça fonctionne, on a quand même eu un soutien énorme de notre commune. Hein. Alors c'est une toute petite commune, mais on a un soutien vraiment très très fort et important. Des 3 communes aussi voisines, qui sont les communes de la Buège. Donc les 4 communes les plus proches sont vraiment très au soutien depuis le début. Et depuis la fusion de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, donc c'était en 2010, donc il y a 11 ans, on est aussi très suivi par la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Mais c'est un partenariat qui est un peu, enfin je dirais pas ambigu, c'est pas ambigu, mais en fait j'ai l'impression que quand Olivier parle de techniciens compétents, je pense, sans me jeter des fleurs, que nous sommes, nous, professionnels de la culture compétentes, et que du coup la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et les communes voisines ont trouvé en nous une association professionnelle qui, du coup, fait le job, quoi. Et du coup, on travaille intelligemment, en fait. Ça a pris du temps, hein, ça n'a pas été tout rose tout le temps. Ça a pris du temps à nous aussi à aller vers les élus, vers les commissions culture, vers les différentes personnes en poste aussi, pour expliquer notre projet, pour expliquer qu'on avait envie de faire les choses ensemble. C'était le meilleur des choix. Et voilà, et pour l'instant, ça fonctionne assez bien. Ça n'empêche pas la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup d'avoir sa propre programmation culturelle, mais en tout cas de l'englober dans sa politique culturelle, d'englober le projet de Bouillon Cube qui a sa place en fait complètement, avec nos spécificités, avec notre identité qui est propre, voilà, et tout en restant une identité à part et un lieu à part, parce qu'on n'est pas complètement englobé par la communauté de communes aussi. Donc il y avait aussi ça qui était important pour nous. Voilà. Mais en tout cas, ça a permis, je pense aussi, de montrer aussi au territoire qu'il y avait une intelligence, de faire les choses ensemble. Clairement, alors pareil, pas pour nous jeter des fleurs et nous jeter des fleurs, mais je pense qu'on a contribué vraiment au développement du territoire et économique et aussi au développement tout simplement des personnes qui viennent s'installer. Parce que forcément, entre la casquette jeunesse, quand il y a un accueil de collectifs de mineurs tous les mercredis, les vacances scolaires, sur des thématiques artistiques, éducation à l'environnement, de qualité, forcément, les gens se disent j'aimerais bien plutôt habiter dans ce village plutôt qu'ailleurs. Et pareil, quand il y a une programmation culturelle 6 mois de l'année, ça donne plutôt envie. Donc voilà, il y a eu aussi un renouveau de la population et des structures qui se sont installées et de moins en moins de mouvements pendulaires aussi pour aller sur Montpellier, parce que les gens avaient envie de travailler sur ce territoire, parce qu'on avait aussi impulsé, je pense, une dynamique. Donc voilà, ça s'est fédéré aussi petit à petit. Vous avez participé aussi à l'attractivité, mais chacun en restant indépendant. Ouais, collectivité. Je pense que l'activité intelligente amène l'activité intelligente. Moi, je ne crois pas trop à la concurrence, mais en tout cas dans la possibilité de faire des choses. En tout cas, l'activité amène l'activité. Territoire, je ne pense pas me tromper si je vous dis que des communautés de communes comme le Pic Saint-Loup ont gardé la culture qu'on va dire classique, la culture de marque, on va dire, et vous ont laissé la médiation culturelle, dont en général les collectivités ont beaucoup de mal à se dépêtrer, parce que là on a parlé de 2 choses différentes, on a parlé de culture, on a parlé de médiation culturelle, donc c'est vrai que pour une commune, a priori c'est plus facile de se saisir des valeurs régaliennes de la culture sur d'autres champs, que de se saisir de ce champ-là qui est particulièrement difficile et qu'en plus, tout le ministère de la Culture et toute l'administration culturelle nous conseille de nous en dessaisir au profit de l'associatif. Il faut le savoir, il y a ça aussi. Tiens, justement, Sylvie arrive. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a cette espèce de dichotomie. Je dis ça parce qu'il se trouve que je connais bien l'élu à la culture de Pic Saint-Loup, donc je sais très bien comment ça se passe. Voilà. Après, sur le rôle de l'élu à la culture, on commence à être quand même quelque part vers le portrait de Dorian Gray quand même. Donc on sait qu'il y a des politiques culturelles globales, qu'un élu à la culture tout seul dans son village, c'est bien, il a raison d'être tout seul, mais enfin il ne va pas aller très loin.
Donc on est bien obligé d'avoir des choses comme le pays, des choses comme la communauté de communes, des choses parfois comme les pays d'art et d'histoire, pour pouvoir donner un sens à un projet, un schéma de territoire. S'il n'y a pas de schéma de territoire, se faire plaisir tout seul, ça n'a absolument aucune espèce d'intérêt. Et ça, on le touche du doigt, parce que ça ne fait que conforter des bastions, et surtout, ça n'ouvre pas. Moi, je mettrais un bémol personnel sur la volonté de sortir tout le temps des lieux dédiés. Il faut en sortir, à condition que ceux qui en sont sortis ne s'interdisent pas de revenir dans le lieu dédié. Quand même, s'il y a des lieux dédiés, je veux dire, si on fait du théâtre dans un théâtre, on peut le déplorer, mais enfin, je pense que dans l'Antiquité, on a inventé les théâtres. C'est donc que l'agora ne suffisait pas pour faire du théâtre. On a inventé les salles de concert, c'est donc à un certain moment, la salle des fêtes, elle ne suffisait pas pour faire des concerts. Donc à un moment, faire sortir les gens, les amener à une discipline, à une esthétique, en sortant du lieu dédié, en le démystifiant, c'est formidable, à condition qu'à l'arrivée, on puisse obtenir un effet rebond qui fasse que justement ces lieux dédiés, avec leur code, etc., ne soient plus perçus comme interdits. Moi, je dis toujours, on n'a pas une obligation de résultat, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Vous savez, dans des milieux bourgeois, très bourgeois, moi je me suis occupée de musique classique très longtemps, il y a exactement le même pourcentage de gens qui s'intéressent à la musique classique qu'ailleurs. Il ne faut pas rêver sur ce genre de choses. Simplement, ceux qui s'y intéressent pas, on les fera, ils n'iront pas. Donc on leur donne l'accès, on doit leur donner l'accès et l'envie, mais on n'a pas d'obligation de résultat. Il ne faut pas se dire, tiens, il faut amener un contingent de tant de personnes. Ça, on se l'est tous dit, on a tous pleuré et ça n'a jamais marché. Donc c'est vrai que c'est pour ça que votre association, qui en fait tient lieu de supplétif de médiation culturelle aux élus qui ne savent pas trop quoi en faire, etc., et qui du coup les oblige à avoir une politique territoriale que peut-être d'eux-mêmes ils n'auraient pas menée sur du Pic Saint-Loup, c'est vraiment intéressant. Après, bon, le cas du maire du Teil, après il y a des raisons. Il y a des raisons démographiques, des raisons de strate. On ne peut pas raisonner pareil dans une station thermale comme Amélie, où on est obligé de donner une certaine offre culturelle aux curistes. On ne peut pas raisonner exactement comme dans une commune comme Perpignan, où on a 21% de population immigrée. Enfin, après, il y a des raisons démographiques. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les mêmes valeurs, au contraire peut-être. Mais ça veut dire que dans l'application, on n'a pas la même réalité de terrain. Si vous construisez une maison sur un terrain en pente, peut-être il y aura un décalage d'étages que vous n'aurez pas si vous construisez à plat. C'est toujours pareil. Il y a une logique de s'adapter. Et justement, ce qui est magnifique dans la culture, c'est ça. C'est qu'elle doit s'adapter au terrain sur lequel elle naît et être capable de s'ouvrir. Je veux dire, se comprendre pour les autres, on doit l'avoir entre nous. Donc essayons de faire le schéma de territoire de Karine. Je tiens à te féliciter publiquement parce qu'il est vraiment extrêmement bien fait. Je pense que ce schéma de territoire, c'est une très bonne base et qu'il faut qu'on arrive à un endroit où, je parle toujours du Conseil des pays nordiques parce que ça me frappe, le Conseil des pays nordiques, c'est que les Scandinaves, ils n'ont pas trop de leçons de démocratie à recevoir. Bon, le Conseil des pays nordiques, on a un conseil où il y a toutes les nations nordiques, c'est-à-dire, je ne parle pas des États, le Groenland, par exemple, y siège. Bon, donc là, tout le monde a une voix. Et après, il y a un conseil qui est au prorata des populations. Et l'équilibre des deux, ça crée une démocratie qui ressemble à quelque chose. Je pense qu'il faut qu'on tende vers ça pour avoir une politique culturelle où dans un village de 100 habitants, on ne se sente pas désavantagé. Et qu'en même temps, si on fait partie d'une culture ultra-minoritaire, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui aime les tatouages, on est droit de citer autant que la personne qui va vouloir aller à la fête de l'ours. C'est vraiment vers ça qu'il faut qu'on tende. Merci. Juste pour compléter très rapidement, mais effectivement sur la question des lieux dédiés et non dédiés, je suis tout à fait d'accord parce qu'effectivement, nous c'est plutôt parce qu'à la base on était sur un constat qu'on avait un lieu non dédié de base, avec la contrainte technique où on était en plein air. Mais par contre, depuis le début, on travaille en décentralisation, notamment avec la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, avec des salles. Et là, il y a un nouvel équipement à Saint-Gély-du-Fesque qui va être refait. On est vraiment sur un théâtre équipé comme celui-ci et on est ravis de pouvoir avoir ça. Et effectivement, on ne crache pas dans le soupe. Au contraire, on y voit la complémentarité des publics et comment on amène nos publics petit à petit à rentrer dans nos lieux non dédiés et petit à petit à rentrer dans des lieux dédiés. C'est un peu l'objectif. C'est vrai qu'il y avait deux mots-clés, la complémentarité et l'adaptation, c'est exactement ça. Parce que l'adaptation des formes, on avait discuté avec des théâtres ou des créations qui sont faites pour des salles, des scènes.
voir quelle petite forme on peut en extraire pour jouer sur une place du village et capter cet intérêt-là, et que du coup les offres soient effectivement complémentaires et partir avec son lieu. Est-ce que dans la salle... Ah, pardon, Nicole. Oui, en parlant des lieux dédiés et des lieux non dédiés, il est vrai que les lieux dédiés, c'est quelque chose d'extraordinaire d'en avoir dans une ville comme la nôtre ou comme celle de, je ne sais plus le nom de la ville, de 8000 habitants de M. Dutheil, c'est formidable. Mais nous avons pris, nous avons un parti pris, Alix ne me contrariera pas, c'est que nous voulons sortir justement de ces lieux dédiés que nous avons par contre par rapport à vous, de sortir la culture dans la rue et d'amener et de faire comprendre justement à toute la population, quelle qu'elle soit, que la culture est pour tout le monde, à tout le monde. Et en la voyant dans la rue, moi j'expliquais à Marie que moi j'ai une passion pour la sculpture et que nous avons depuis des années mis en place des expositions de sculptures monumentales dans la rue, dans la ville. Nous en avions les premières années jusqu'à 200, 250 pièces dans la ville. Mais ce qui était extraordinaire, c'est pas tant d'avoir tant de pièces, etc. C'est que le matin, en allant faire les courses, rentrer chez un boucher, par exemple, vous rentrez chez ce boucher et vous entendez le boucher et la cliente parler de quoi? De sculpture. Et là, on nous dit, on a gagné la partie. C'est exactement ce qu'on souhaitait. C'est-à-dire susciter des conversations culturelles dans des lieux où ça n'est pas forcément voilà, l'habitude. Voilà. Donc, les lieux non dédiés servent à inciter les gens à rentrer dans les lieux dédiés quand il y a quelque chose de plus pointu, par exemple, et de pouvoir aimer et apprécier cette culture, quel que soit le domaine culturel d'ailleurs que nous choisissons. Merci Nicole. Alors avant de retrouver la lumière du jour, parce que depuis 9h30 on va profiter encore de la présence d'Élise et d'Olivier. Vous avez une question? Oui, j'avais une petite question. Donc, je me présente Patrick Bellegarde, le maire délégué à la culture de Passat. Ça résume un peu un cumul des mandats. Voilà. Le petit, moi d'ailleurs, je tiens à remercier en fait les apports qui nous ont été donnés là par tous les gens qui nous montrent ces expériences. Elles sont très riches, très intéressantes. Il y aura, je pense, beaucoup de choses à apprendre. Mais alors, je vais me placer au niveau d'un petit village de l'ordre d'un petit peu plus de 1000 habitants. Qui est dans une constellation de petits villages avec un centre-bourg qui est Tuire. Et là, on s'aperçoit en fait que ces petits villages, s'ils ne sont pas aidés dans l'ordre par la DRAC, par exemple pour une médiathèque, s'ils ne sont pas aidés par la région, s'ils ne sont pas aidés par le département et s'ils ne sont pas aidés par la communauté de communes dans laquelle ils sont, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Alors, donc, on se retrouve dans une position relativement solitaire, et c'est pour ça, je veux dire, que je sens qu'il y a un décalage un petit peu par rapport à ce qui nous est présenté. Autant les contenus, moi, m'intéressent, autant je vois difficilement une réalisation possible. Donc, il y a un travail peut-être là au niveau de la dynamique, en particulier à travers le pays, qui peut être intéressante. Alors voilà, ma question est un petit peu ça, ce décalage entre les petits villages où il y a une articulation peut-être à trouver plus forte. Et puis, si je peux me permettre, je dirais qu'en ce qui concerne la culture et les lieux dédiés, si on pouvait faire la culture et nos lieux dédiés, ce serait bien. Sur la question de la taille de la commune,
moi, je connais des structures qui se développent dans des communes de 1000 habitants, de 500 habitants, mais effectivement, il faut des partenariats multiples. Et je pense qu'il y a aujourd'hui une opportunité, c'est autour de l'éducation artistique et culturelle. C'est un peu le fer de lance des politiques culturelles territorialisées qui ont été mises en place maintenant il y a 7 ans par le ministère de la Culture, et tous les ministres de la Culture qui se sont succédés continuent donc à en faire une priorité. Donc on a là quand même un accompagnement de par les DRAC qui est très important. Ça demande quoi? Ça demande qu'il y ait un dialogue qui s'installe, un dialogue territorial. Et dans ce dialogue territorial, dans ce projet territorial du même coup, il y a de la place pour de nombreuses structures qui peuvent donc ou qui doivent, si elles veulent être contractualisées dans l'éducation artistique et culturelle, répondre donc à cet enjeu. Mais ce sont des démarches qui sont quand même très larges dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle. Puisqu'on part vraiment d'un projet territorial qui est porté par les EPCI. Donc, je pense qu'effectivement, une commune seule n'y arrive pas. La commune du Teil, où il y a 8000 habitants, n'y arrive pas seule, c'est pareil. Par contre, dès qu'on est sur un projet élargi, c'est le rôle des communautés de communes. Pour certains conseils départementaux, c'est leur rôle aussi. Ils accompagnent l'éducation artistique. Je pense que c'est vraiment autour de cet enjeu-là qu'on peut arriver à soutenir et à permettre le développement ou de compagnies ou de structures ou d'associations culturelles, quelle que soit la taille de la commune. Mais il y a un partenariat au-delà de la commune qui est indispensable à trouver. Je pense que c'est à partir du projet qu'on peut arriver à intéresser d'autres partenaires. Merci Olivier. Alors c'est justement un sujet dont on va traiter cet après-midi avec Alix et Sylvie qui va prendre la parole là-dessus. Je suis un peu opportuniste, mais comme c'est une journée de formation, je me dis que voilà, chaque possibilité est à saisir. Donc je saisis la balle au bon, puisque vous êtes intervenu sur l'éducation artistique et culturelle. Je suis Sylvie Castel, peut-être vous ne l'avez pas entendu tout à l'heure, conseillère action culturelle et territoriale. Donc mon travail, c'est justement l'éducation artistique et culturelle, donc amener les publics à la culture, et d'être un relais de proximité. J'ai un peu parlé de ça tout à l'heure. Là, juste, sans épuiser le sujet qu'on abordera un peu plus tard dans la journée, vous parlez des conventions de généralisation de l'éducation artistique et culturelle, puisque comme vous le disiez si justement, ministres de la culture successifs, les ministres de la culture successifs ont continué à développer la question d'amener les publics à la culture, et que cette question elle traverse tous les niveaux de collectivité. C'est pas qu'une question État, c'est aussi une question qu'elle partage avec les collectivités. Et dans l'État, je dis bien tous les membres du gouvernement, donc tous les ministères. C'est pas qu'un sujet ministère de la culture, je le redis aussi parce que ça ne va pas de soi. Donc ces conventions, dont on discutera plus en détail tout à l'heure, parce que le travail qui a conduit au schéma culturel réalisé par le pays, en fait, nous amène tout naturellement à réfléchir à la construction d'une stratégie collective sur la culture, une stratégie collective pour le territoire qui est compris dans le pays. Donc il y a la question du pays d'art et d'histoire, que vous avez, dont on regardera aussi la question, le sujet plus en détail tout à l'heure, mais l'idée, voilà, l'État s'est fixé comme objectif d'amener les 3-18 ans à la culture, c'est une priorité, mais pas que, il y a aussi tous les autres publics. Et pour y arriver, il faut qu'on fonctionne, tous les services de l'État, toutes les collectivités, quel que soit le niveau, et les acteurs culturels d'un territoire, voire de faire venir d'autres si c'est nécessaire. Et comment on arrive à formaliser cette stratégie? À travers ces conventions de généralisation d'éducation artistique et culturelle. Donc ça peut aussi bien concerner Passa, que Port-Vendre, que Cerbère, que le Boulou, qu'Arles-sur-Tech,
qu'un certain nombre de collectivités qui ont envie de s'engager dans ces projets, sur des projets qui sont à la fois artistiques et culturels, mais de transmission. Quand les équipes artistiques viennent à un endroit, c'est pour faire des ateliers, c'est pour rencontrer des publics, c'est pour transmettre quelque chose. Que c'est un métier aussi, et que c'est aussi un lieu de création. Voilà. Donc je ne prends pas plus de temps, mais c'est dire qu'à travers cette histoire de ce slogan, ou ce qu'on appelle éducation artistique et culturelle, c'est comme ça qu'on arrive à construire des projets de territoire pour amener des équipes artistiques et apporter aussi des actions qui sont de l'ordre de la transmission. Puis après, on pourra parler des médiathèques et autres, mais ça fait partie des acteurs culturels qui font partie de ces projets. Et dans cette contractualisation, il y a aussi des moyens financiers qui sont apportés de part et d'autre. Moi, je voulais juste rajouter... Pardon. Pardon. Ah oui, excuse-moi, Olivier. Je voulais juste rajouter que, justement, ce que disait Olivier tout à l'heure, pour des communes aussi, au-delà de l'EAC, l'éducation artistique et culturelle, je pense qu'il y a aussi la question des rencontres et de l'humain. Enfin, là, toujours pareil, moi, je prends ma casquette associative, mais le fait qu'il y ait, à un moment donné, un projet sur une commune, et du coup, sur un bassin de vie avec 4 communes, comme le disait Olivier tout à l'heure, à un moment donné, il y a une compagnie qui s'est fait chasser, qui est arrivée sur la commune, ou un gars qui est arrivé motivé, qui a monté le LOL. Ça vient aussi de ça, en fait. Je pense que, voilà, enfin, j'imagine que vous êtes tous et toutes en lien direct avec des artistes, que ce soit dans les arts visuels, dans les arts vivants, mais ça passe aussi par ça, en fait. Et des fois, c'est aussi en étant au soutien, à l'accompagnement de ces compagnies ou de ces groupes de musique ou de ces artistes visuels qui s'installent, qu'il peut y avoir aussi des choses qui se passent après, petit à petit, et qui montent au créneau après au niveau des collectivités, des comités de communes et autres. Et voilà, qui est un projet reconnu et qui peut faire culture, du coup, au sein de la commune. Voilà. Ça peut aussi passer par ça. J'avais quelques exemples en tête sur l'éducation artistique culturelle. Nous, on travaille avec l'USAS, qui est un pôle national du film documentaire. Donc, et on a eu un film, par exemple, un film documentaire qui s'appelle Le Dernier Quincaillier, qu'on retrouve. On a été le présenter dans un commerce, une quincaillerie, donc un bricomarché, et on a présenté ce film. Il y a eu un débat autour de ça, et avec des gens qui n'avaient rien à voir avec la culture, mais c'est une autre culture, ça. On a au bout des doigts aussi un film qui retrace l'histoire de ces usines qui ont fermé les unes après les autres parce qu'elles faisaient de la confection en bonneterie, c'est-à-dire de sous féminins ou autres, hein, les Le Jabi, où il y a eu des combats terribles. Et bien on a été, nous, présenter ces films, on a invité ces anciennes salariées, et ça met un peu des mots sur des situations difficiles. Et la culture, c'est ça, quoi, c'est d'arriver à dépasser un peu aussi, donc à la fois une histoire personnelle qui n'a pas été partagée. Et je crois que quand on arrive à démontrer que un film peut amener à faire ensemble du sens, et qu'on va dans un endroit qui est pas dédié à ça parce qu'on l'avait pas choisi avant, je crois que là on fait un grand pas pour justement pour se dire qu'on va on autorise tout le monde à se cultiver, à partager des émotions et un moment. Et je crois que et c'est pour ça que moi je suis vraiment un fervent non pas du hors les murs, mais du partage de la culture. Alors ça peut être dans un théâtre, c'est super. Moi je sais que le TNP de Villeurbanne, à Villeurbanne, il a été le directeur du Théâtre National Populaire. Il a été enchanté le jour où les gamins, ils ont forcé la porte et ils ont fait du skate pendant toute la soirée dans le théâtre. Mais il était super content parce qu'ils avaient investi ce lieu. Et voilà, et du coup, ils s'étaient approprié le lieu à leur manière. Ils avaient cassé la porte, mais c'est pas grave. Il a développé autre chose avec. Je crois que il y a tout à inventer et surtout, il faut rassembler toutes les initiatives et
et on ne les oppose pas parce que tout est bon pour rassembler les gens, quoi. Je pense que c'est ce fil conducteur qui doit nous porter. Et votre initiative de rencontre aujourd'hui, là, je pense qu'elle est géniale parce que c'est dans des périodes où on pourrait s'intéresser à autre chose qu'à la culture ou ne pas en faire une priorité. Moi, je pense que vraiment c'est essentiel, c'est ce qui fait, c'est ce qui donne du sens aussi à, comment dire, à un rôle d'élu, hein, d'affirmer des valeurs un peu quelquefois décalées, mais qui portent comment dire, l'ambition d'un partage. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Je crois que tu as presque donné les mots de fin et de conclusion de tous ces échanges de ce matin, voilà, sur ces socles de valeurs qui sont partagés et puis voilà, ces lieux de rencontre comme aujourd'hui. Et merci d'avoir pris du temps, voilà, parce que je sais que tes différents mandats t'occupent aussi beaucoup et d'avoir témoigné de tout ça. Merci. Oui. Merci beaucoup. Et puis, je suis frustré de ne pas avoir été à vos côtés en vrai, mais ce n'est que partie remise parce que j'avais envie de venir, mais là encore plus, quoi. Donc, je voudrais voir toutes ces initiatives qu'il y a aussi ailleurs, qu'on puisse partager parce que c'est indispensable qu'on partage tout ça. Bon, on organisera un culture tour à l'occasion. Avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Merci.